Comment régner depuis Alexandrie, la capitale ptolémaïque, alors que le territoire va jusqu'aux frontières de la Nubie? Régulièrement, des révoltes éclatent sous les Ptolémées, et notamment dans l'ancienne capitale Thèbes, où se trouve aujourd'hui l'immense sanctuaire de Karnak. C'est ici, 150 ans avant Cléopâtre, que la population a d'abord refusé le pouvoir ptolémaïque. Pour éviter de nouvelles émeutes, les héritiers de Ptolémée Ier vont alors imiter les plus grands pharaons en érigeant des dizaines de temples, les associant à des dieux. On a une véritable renaissance de la culture égyptienne pharaonique sous l'impulsion des Ptolémées. Les Ptolémées sont d'origine gréco-macédonienne, mais ils revendiquent aussi l'héritage pharaonique. L'ancien mot égyptien pour temple était Birnizer, ce qui signifie la maison de Dieu. C'était donc comme une mosquée ou une église. C'était l'endroit où ils vénéraient leur Dieu, où ils présentaient des offrandes. Il s'agissait de lieux religieux où se déroulaient les rituels et les cultes. Des lieux qui touchent surtout la caste la plus importante de la population, les prêtres, la clé de la stabilité. Les rois égyptiens, en particulier à l'époque ptolémaïque, avaient besoin de maintenir de bonnes relations avec les prêtres, qui avaient une position très importante en Haute-Égypte. Les Ptolémées gouvernaient depuis Alexandrie, au nord, éloignés des événements qui se déroulaient dans le sud. C'était une décision très intelligente de leur part de venir en Haute-Égypte pour construire des temples. Ça renforçait leurs liens avec les prêtres et ça augmentait leur pouvoir économique et politique là-bas. La famille de Cléopâtre a bien mesuré l'importance de la Haute-Égypte, c'est-à-dire le sud du pays, car les Ptolémées sont de grands calculateurs. Pour comprendre l'incroyable ascension de Cléopâtre et son destin tragique, il faut donc retracer cet héritage ptolémaïque, fait de propagande, de manipulation et de multiples stratégies. Les archéologues étudient les édifices en Haute-Égypte encore remarquablement conservés, construits ou modifiés par les Ptolémées. Ils illustrent parfaitement le renouvellement de la civilisation égyptienne par ses rois grecs. Alexandrie était considérée comme le siège des Grecs et avait ses propres traditions. Elle n'était pas vraiment assimilée à l'Égypte. Si vous voulez voir la vraie richesse et l'assimilation entre les Égyptiens et les Grecs macédoniens, vous devez aller dans le sud, en Haute-Égypte. Ici, à Philae, nous avons l'exemple parfait de cette fusion des cultures. Philae, l'un des sites les plus emblématiques situés dans l'extrême sud du pays. Les égyptologues y ont retrouvé des éléments typiques des Ptolémées en scrutant certains détails. Lorsque nous regardons la couleur ici, elle semble plutôt beige aujourd'hui. Mais dans l'Antiquité, elle était presque dorée. Et c'est à cela qu'elle ressemble lorsqu'on l'extrait et qu'on construit les temples. Ce que nous avons ici est donc la version brute du grès. C'est ainsi qu'il sort des carrières. C'est pour permettre de le transporter sans endommager la précieuse surface qu'ils lisseront plus tard et sur laquelle ils graveront les hiéroglyphes et les reliefs. Les Ptolémées s'inscrivent ainsi dans la tradition en gravant leurs marques dans la pierre, comme l'ont fait Hatshepsut ou Ramsès II. C'est de la propagande. Mais pour bâtir ces monuments, ils ont besoin d'une ressource précieuse, la pierre. L'Égypte disposait de la pierre nécessaire à la construction de ces monuments. Les anciens Égyptiens ont conçu des bâtiments magnifiques. C'est très impressionnant. Pour Cléopâtre ou tout autre visiteur gréco-romain, ça devait leur sembler très exotique aussi. Or, le sud de l'Égypte dispose d'un site exceptionnel pour les pharaons. La plus importante réserve de grès du pays, ayant servi à construire la quasi-totalité des temples de Haute-Égypte. Karnak, Luxor, Médinet Abou, le Ramesséum ou encore Dendera, le temple que Cléopâtre fera décorer pendant son règne. Elle et toute sa famille vont donc copier leurs prédécesseurs. Ils vont exploiter au maximum cette carrière immense pour ériger leur grandeur dans tout le pays.
Nous partons tout au sud de l'Égypte, à une 60aine de kilomètres au nord de la ville d'Assouan. Le site grandiose qui nous fait face est Gebel Silsilé. Ici se trouve la fameuse carrière de pierre, exploitée même après la mort de Cléopâtre par son ennemi juré, l'empereur Auguste. Autant dire que ce site a accueilli les plus grands moments de l'Égypte antique. Gebel Silsilé était et reste encore l'un des sites archéologiques les plus importants de toute l'Égypte. Et pas seulement ici, à Assouan. À mon avis, c'est la mère de tous les anciens temples égyptiens, particulièrement dès le Nouvel Empire. Maria Nilsson est archéologue. Avec son équipe, elle tente depuis 2012 de faire parler les secrets contenus dans ces blocs de pierre. Le site est inconnu du grand public car il est difficile d'accès. Pour l'atteindre, il faut traverser un petit bras du Nil et supporter des températures qui dépassent souvent les 40 degrés dès le mois de mai. Cette carrière est spéciale parce qu'elle a été utilisée à la fin de la période ptolémaïque, c'est-à-dire à l'époque de Cléopâtre et d'Auguste. D'après ce que nous avons trouvé, notamment sur les inscriptions, on sait que des pierres ont été extraites pour alimenter certains temples et permettre de construire ceux d'Edfou et de Dendera. Quelques centaines de mètres séparent la rive du cœur de ce trou béant. Il est nécessaire de traverser un corridor géant creusé à même la roche de grès avant de découvrir un chantier titanesque. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bruit. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un endroit serein, intact et magnifique. Mais lorsque la carrière était en activité dans l'Antiquité, il devait y avoir tellement de bruit. Celui des ciseaux, des mulets, les coups constants sur la roche, des gens qui montaient et descendaient avec plein de poussière. C'était sûrement une expérience incroyable, être dans cet endroit si vivant. Dans cette carrière hors norme, les anciens Égyptiens avaient appris à choisir chaque pierre avec attention. Il n'y avait aucun esclave, mais des ouvriers très qualifiés et des architectes afin de répondre aux demandes précises des pharaons. On peut voir des marques d'outils pointus qui montrent que la pierre était prête pour l'extraction. Le bloc était ensuite divisé en deux, ici, au milieu, pour pouvoir le transporter et le transformer en éléments architecturaux du temple. Dans un seul bloc, vous pouvez voir les détails de toute l'histoire. Comment ils l'ont taillé, où est-ce qu'ils le transportaient, et comprendre aussi la situation socio-économique de l'Égypte. Cléopâtre et les rois gréco-macédoniens ne maîtrisent pas le secret des constructions majestueuses laissées par leurs prédécesseurs, habitués à manier la pierre depuis le pharaon Djoser, 2600 ans plus tôt. Ces Grecs vont donc s'appuyer sur les ingénieurs égyptiens et leurs techniques millénaires pour embellir et construire leur temple selon l'ancienne tradition. Dans la famille de Cléopâtre, bâtir prend une telle importance que le niveau de construction est comparable à celui du Nouvel Empire et de ses grands pharaons. Séti Ier, Ramsès II ou encore Thoutmosis Ier. À Gebel Silsilé, les archéologues sont parvenus à retrouver les marques laissées par les ouvriers de l'époque.